On a voté une motion. Le conseil municipal a donc officiellement dit qu'il demandait à la maire de présenter une réflexion sur la crypto-monnaie. Et donc, je me suis dit, pour lancer une réflexion, il faut une conférence en fait. Il faut qu'on soit d'accord sur les bases. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai monté la conférence qui est promue par l'Eurométropole de Strasbourg, puisque je suis conseillère municipale de Strasbourg, mais surtout vice-présidente de l'Eurométropole à l'innovation. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu mettre sur pied la conférence qui a lieu donc le 29 janvier à Strasbourg. À la limite, quelqu'un qui comprend et qui veut pas s'en occuper plus que ça, je respecte. Ce que je ne veux pas, en fait, c'est que des gens qui n'y comprennent rien parce qu'ils n'y ont aucun intérêt et qui n'ont jamais ouvert un bouquin sur Bitcoin, ni jamais écouté une émission comme la tienne ou comme celle de Faune ou comme d'autres, que ces gens-là viennent dire ça sert à rien. C'est un truc de fasciste, ce que j'ai entendu, hein. Oui. Ça détruit la planète. C'est un outil pour les terroristes. Alors, en général, alors, pour les terroristes, pour les pédophiles, pour les narcotrafiquants, choisis ton angle. On imagine ce que c'est un parcours de migration pour quelqu'un qui fuit son pays, qui n'avait pas spécialement envie de le faire, mais qui est obligé de le faire, quoi. Bref, et il se trouve qu'il arrive dans un réseau qui lui permet d'être hébergé. Et en fait, cette collègue, elle me dit, j'ai un peu peur parce qu'il m'a dit qu'il avait du Bitcoin. Oui, il avait du Bitcoin. Oui, mais c'est illégal. Non. Mais qu'est-ce qu'il risque? Il va s'en sortir dans la vie. Mais elle avait vraiment peur, en fait. Le jeune avait de la crypto et elle avait peur pour lui, quoi. Je dis, mais attendez, mais combien de fois par jour vous payez, en fait? Combien de fois par jour vous utilisez un moyen de paiement? Et il ne faisait pas le lien entre la crypto-monnaie et la monnaie, et le moyen de paiement, en fait, que ça représente, quoi. Et donc, déjà, de faire passer le message que tu peux faire tous tes cadeaux de Noël avec des achats en ligne avec du Bitcoin, à Strasbourg, dans l'Eurométropole de Strasbourg, il y a des restos où tu peux payer ton repas, des super restos d'ailleurs, à Onheim, le Cheval Noir, je vous conseille. Il y a vraiment, c'est un vrai moyen de paiement, quoi. Et c'est parti. Bonjour Caroline, Bonjour Elodie. comment ça va? Mais ça va bien, ça va très bien. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. C'est un de mes sujets préférés qu'on va aborder, donc je suis heureuse. Parfait. Bah, moi aussi, je suis très heureuse de t'avoir sur l'émission aujourd'hui. J'ai une tradition dans l'émission, c'est de donner la parole à l'invité pour qu'il ou elle nous raconte sa rencontre avec cet objet curieux qu'est Bitcoin. Donc, explique-nous comment une avocate rentre en contact de Bitcoin. C'est pas par le droit que je suis entrée en contact avec Bitcoin, c'est plus par la politique, puisque je suis au Parti Pirate. Et il y a quelques années, c'est pas si vieux, hein, je discutais avec un ancien président du Parti Pirate suisse, Alexis Roussel, que je salue. Et c'est lui en fait qui commençait à me parler de cette monnaie incensurable qui permettait à des lanceurs d'alerte de pouvoir continuer leur combat. Et c'est par cette histoire de WikiLeaks et de Julian Assange en fait j'ai pris conscience de l'importance de Bitcoin et du fait que c'était salutaire et que vraiment c'était pas possible d'ignorer ce phénomène. Donc c'est pas du côté trading, c'est pas du côté économique, c'est vraiment par la voie politique que je me suis intéressée à Bitcoin. Ouais. Ok, bah, du coup, ça m'amène une question parce que souvent, la nature de Bitcoin est très débattue. Pour toi, est-ce que Bitcoin, c'est un sujet technique, juridique ou politique? Tout, absolument tout. C'est ça en fait qui fait que c'est passionnant. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression de dérouler une pelote quoi. Je suis entrée du côté politique de la réflexion. Et puis, très vite, il a fallu se confronter aux questions que mes collègues me posaient sur l'impact environnemental. Donc là, il faut avoir un raisonnement technique, aller chercher des gens qui vont pouvoir expliquer. Et c'est vrai que je suis très bien entourée pour ça. Donc, mais il faut quand même se donner les moyens de comprendre en fait ces choses techniques. Comme tu l'as dit, moi je suis avocate, je suis juriste, je suis docteur en droit, donc très loin des questions. Je suis pas du tout ingénieure, mais comme j'ai toujours été intéressée par le droit et ses rapports avec les sciences et les techniques, j'avais cette curiosité-là, et c'est ce que j'adore avec Bitcoin, c'est que c'est inépuisable. Voilà, de l'environnement ensuite aux théories économiques, à l'impact social. Enfin, c'est
Voilà, la réflexion sur Bitcoin, à mon avis, est infinie. Donc, voilà, je m'éclate. C'est clair, comme on dit, c'est le fameux trou du lapin. Donc, Exactement. voilà, dès qu'on rentre, on peut déboucher sur plusieurs thématiques. Effectivement, c'est passionnant et ça nous oblige justement, en fonction, on va dire, de notre domaine d'origine, d'aller chercher en fait dans d'autres domaines. Donc ça, c'est C'est effectivement hyper riche. c'est intéressant. Et est-ce qu'il y a un point, parce que du coup, tu découvres Bitcoin, mais aujourd'hui, on va revenir là-dessus. Par exemple, bah, tu en parles publiquement, tu vas même organiser un événement sur le sujet. Est-ce qu'il y a un point en particulier qui te fait te dire ce sujet, il est trop important, il faut que j'en parle publiquement, il faut que je me positionne là-dessus. Je pense que j'ai commencé à me dire qu'il fallait en faire que je devais, en fait, je me devais de le mettre modestement sur la place publique, mais sur la place sur laquelle j'avais une influence, quand j'ai vu que ça devenait une forme de d'appôt politique pour les extrêmes. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai vu euh, que des bitcoiners étaient super enjoués par l'idée de voter pour une personne comme Knafo, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a mal donne là. Donc c'est là en fait que je me suis dit, euh, c'est c'est un objet politique parce que tout est politique, même si il doit pas être partisan. Et c'est là que je me suis dit, il faut que la gauche comprenne euh, que c'est pas possible en fait de laisser Bitcoin de côté, que c'est pas possible d'être méprisant, d'être ignorant et d'avoir des discours technophobes là-dessus. Et, euh, et donc, moi, je me définis, j'ai mis du temps, mais je me définis effectivement comme quelqu'un avec des idées de gauche qui a du mal à se retrouver dans les partis de gauche. Hein, j'insiste là-dessus, Oui. c'est très différent, la gauche et les partis. Et donc, c'est là que j'ai eu envie de pousser le sujet à Strasbourg. Et alors, j'étais loin, j'étais loin d'être prête à effectivement ce que j'ai eu en retour. Alors du coup, on va zoomer sur cette motion parce que justement, moi, c'est par ce biais-là en fait que je t'ai découvert. Donc, c'était quoi le contenu de la motion que tu as portée au conseil municipal de Strasbourg? Alors, c'est une motion qui est intitulée Réfléchissons à la crypto-monnaie locale. Bon. Et je pense que là, il y a pas mal de gens qui sont en train de bondir en se disant mais qu'est-ce que c'est que cette connerie crypto-monnaie locale? Alors certains ont adoré et il y a même un étudiant qui m'a directement envoyé un mémoire sur la manière dont il concevait une crypto-monnaie locale. Il y a certaines personnes qui réfléchissent depuis longtemps aux monnaies locales complémentaires qui m'ont dit mais il existe déjà des choses. Enfin voilà, donc ça a fait réagir. Mais j'ai eu, il est vrai, beaucoup de remarques franchement méchantes quoi, hein, sur le fait Ah oui. que c'était fallait vraiment être absolument débile pour poser une motion comme ça. Bon, les mots sont pas tendres hein, sur les réseaux, Mm. surtout sur Twitter. Oui, oui, Donc, oui, voilà, tout à fait. faut s'y attendre hein, quand on s'expose, il faut s'attendre à ça. Mais la raison profonde en fait de ce choix, c'était pas c'était pas le choix du cœur. C'est-à-dire que quand on fait de la politique, il faut avoir conscience de la manière dont les choses elles se passent. On n'est pas au pays des bisounours et Tout à il fait. y a des cadres qui sont extrêmement contraints. Et quand on veut faire passer quelque chose dans un conseil municipal, eh ben il faut être conforme au règlement intérieur du conseil municipal. Pour ça, il faut faut demander à adopter un texte qui soit, là je parle pour Strasbourg, soit une motion, soit une résolution, soit une question d'actualité. Hein. Donc systématiquement, si t'es pas dans le cadre, en fait, tu te fais jeter et le texte il n'est même pas proposé au conseil. Donc question d'actualité, c'était pas la peine. Il faut que c'est un enjeu municipal concret. Donc il fallait vraiment apporter quelque chose à la ville de Strasbourg avec cette motion. Donc ça, je suis persuadée que effectivement, on va en reparler. Il faut que les villes, au sens des autorités locales et régionales, s'intéressent à la monnaie et à la crypto-monnaie et donc à Bitcoin. Donc l'enjeu local, on l'avait, mais il fallait aussi que ça prenne soit la forme d'une résolution, soit d'une motion. Et il se trouve que j'ai pas eu le soutien de mon groupe politique pour en faire une résolution. D'accord.
Et là, je me suis dit, ben, je vais y aller quand même, parce que je pense que voilà, ils n'ont pas compris. C'est un sujet qui est technique, ils avaient beaucoup d'a priori dessus. Donc, je ne l'ai pas posé au nom du groupe, mais je pouvais le poser en tant qu'individu, en tant que conseillère municipale de Strasbourg. Et c'est ça que j'ai fait. Et pour le poser dans ce cadre-là, il fallait pouvoir s'asseoir sur quelque chose qui existe déjà, et j'aurais trouvé intéressant en plus qu'on embrasse la question de la monnaie dans son ensemble, et donc qu'on en discute aussi avec les gens qui ont poussé la monnaie locale, qui n'est pas une crypto-monnaie locale, hein, qui est une monnaie locale qui a été notamment dématérialisée, qui s'appelle le STUC. Il se trouve que, donc ça c'était mon idée de départ, c'était d'embarquer tous les gens qui s'intéressent à la monnaie pour ensuite discuter de Bitcoin. Et c'est pas nouveau en fait, la question du lien monnaie locale, crypto-monnaie. Certains connaissent la Dune. Enfin, il y a C'est déjà ça. des initiatives en fait. Mm. Donc c'était pas déconnant en fait d'y réfléchir ensemble. Il se trouve que la balle n'a pas été reprise au bon, et que en revanche, la motion, j'ai réussi à la faire voter. Alors le débat, il se retrouve en ligne, hein. On pourra peut-être mettre le lien dans les commentaires. Oui, oui, tout à fait. C'est pas piqué des verres. Les remarques que j'ai eues, bah bah bah. Voilà. Et en tout cas, quand une motion est votée, bah derrière, il faut la mettre en œuvre. Là encore, pas facile, parce que c'est la fin de mandat, que les campagnes ont déjà commencé, que moi je m'inscris pas du tout dans la campagne. Déjà, je me représente pas, je soutiens pas de liste. Donc moi, c'est vraiment, on a voté une motion. Le conseil municipal a donc officiellement dit que il demandait à la maire de présenter une réflexion sur la crypto-monnaie. Et donc je me suis dit, bah, pour lancer une réflexion, il faut une conférence en fait. Il faut qu'on soit d'accord sur les bases. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai monté la conférence, qui est promue par l'Eurométropole de Strasbourg, puisque je suis conseillère municipale de Strasbourg, mais surtout vice-présidente de l'Eurométropole à l'innovation. Donc c'est comme ça que j'ai pu mettre sur pied la conférence qui a lieu donc le 29 janvier à Strasbourg. Ça marche. Donc la conférence, elle s'inscrit bien dans la continuité de tes travaux autour de la motion. Donc si on se place dans un monde futuriste où tout ça est adopté, concrètement, ça donnerait quoi pour les habitants de Strasbourg, la mise en œuvre de cette motion? Je ne sais pas. En fait, c'est ça le truc. C'est que il faut pas, je pense, promouvoir une motion et une vision. Enfin, si, une vision, on peut la promouvoir, mais on peut pas avoir tous les tenants et les aboutissants. En fait, c'est pas possible. Il faut prendre des risques. C'est-à-dire, il faut pouvoir présenter à la ville des opportunités, et ensuite, c'est les gens qui décident de ce qu'ils en font. Mais on peut pas demander à une population de décider ce qu'elle veut si elle n'est pas au courant, si elle n'est pas informée, si elle n'est pas éduquée. Et donc, c'est vrai que moi, pendant tout le mandat, mon obsession, c'était l'éducation au numérique, l'éducation populaire au numérique, l'éducation scolaire, la formation continue. Et parce que, à partir du moment où on comprend, on peut décider. Moi, quelqu'un qui me dit, je suis très à l'aise avec les mécanismes cryptographiques, j'ai bien compris comment ça fonctionne Bitcoin, mais moi, ça m'intéresse pas. Ok, je respecte. Et je pense qu'il y a une bonne partie de la population française qui en a pas besoin. Voilà. Tout simplement, qui en a pas besoin. Et on peut discuter sur l'effet macro de l'inflation et le fait de se dire que en réalité, ça a un impact sur tout le monde. Ce que je pense. Mais bon. À la limite, quelqu'un qui comprend et qui veut pas s'en occuper plus que ça, je respecte. Ce que je ne veux pas, en fait, c'est que des gens qui n'y comprennent rien parce qu'ils n'y ont aucun intérêt et qui n'ont jamais ouvert un bouquin sur Bitcoin, ni jamais écouté une émission comme la tienne ou comme celle de Faune ou comme d'autres, que ces gens-là viennent dire ça sert à rien, c'est un truc de fasciste, ce que j'ai entendu, hein. Oui. Ça détruit la planète. Ah oui, c'est un outil pour les terroristes. Alors, en général, je dis alors pour les terroristes, pour les pédophiles, pour les narcotrafiquants, choisis ton angle. Euh, c'est assez dramatique en fait voilà les idées en fait que les gens se font sans jamais avoir vraiment étudié l'objet. Donc pour répondre à ta question, je sais pas ce que ça peut donner en définitive pour une ville comme Strasbourg. Peut-être que ça pourrait donner comme à Lugano, C'est ce que j'allais dire. voilà, une sorte d'emballement annuel avec l'impulsion, la super impulsion de plan B, et de se dire on pourrait avoir des boulangers qui font des bretzels en forme de Bitcoin. Non, mais parce que en plus j'avais fait une blague à la sortie de cette motion sur Twitter. J'avais écrit
On m'avait demandé justement, mais qu'est-ce que ça peut donner pour la ville? Et j'avais répondu, je sais pas, ben, peut-être enfin, une monnaie adossée au bretzel, quoi, j'en sais rien. Et en fait, ça a été repris. J'avais vu ça. Et Pauline Armandé sur BFM Crypto l'a repris, mais elle l'avait bien perçu que c'était une blague, quoi. Mais enfin, C'est elle une l'a blague, repris ouais. comme accroche. Et du Mhm. coup, c'est parti. Et un jour, on m'envoie des reels, en fait, sur TikTok avec des gens qui parlent de la monnaie bretzel à Strasbourg. Ça peut partir très très vite, voilà. C'est Donc, clair. ça peut être ça, ça peut être comme à Auxerre, avec CryptoXR qui est vraiment, bah, voilà, des moments de réflexion de la communauté. Et ça peut être, ça pourrait donner en réalité lieu à une monnaie locale ou en tout cas à une réflexion dessus. Il y a plein d'angles. Moi, ce que j'aimerais, c'est que d'un point de vue vraiment technique, on reconsidère l'énergie aussi à l'aune de Bitcoin et que on soit en capacité d'avoir une vraie réflexion sur la récupération de la chaleur fatale déjà, de toute la production en fait d'énergie du fait de l'informatique. On pourrait aussi avoir certaines boîtes comme comment il s'appelle déjà? Pardon, Forenka. Ah oui. Voilà, et ils ont déjà un business model et ils ont déjà en fait des acteurs dans le sud de Ouest avec qui ils travaillent, qui ont une belle réflexion sur comment est-ce que on arrive à récupérer en réalité des. Alors c'est pas des déchets, c'est pas des, je cherche le terme, pardon, mais des externalités d'une production agricole notamment. Comment est-ce qu'on on travaille sur l'énergie avec ça? Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses à faire, mais je le répète, tant qu'on n'a pas mis les bases et qu'on n'a pas mis ce sujet dans le débat public, il peut rien se passer. Donc effectivement, c'est très courageux d'avoir porté une telle réflexion parce que je suis totalement d'accord avec toi. Tant qu'on se pose pas pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire, Bitcoin, comme on le disait au début de l'émission, est protéiforme. Donc, il peut apporter des choses différentes en fonction des besoins qu'on peut avoir. Le premier pas, c'est de l'étudier pour voir ce qu'on peut en tirer au niveau local en fonction de notre propre besoin, notre propre situation. Est-ce qu'on a de l'énergie à utiliser? Est-ce que c'est plutôt, en fait, d'un point de vue développement économique pour les commerçants, il y a plein de modèles qui peuvent être mis en œuvre. Et c'est drôle parce que à chaque fois que qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent au meet-up Bitcoin Alsace ou même Crypto Alsace, hein, il y a une porte d'entrée qui est propre à la personne et la personne imagine souvent que tout le monde est arrivé par la même porte d'entrée qu'elle. Et donc la dernière fois, il y avait une personne qui est arrivée qui elle a été fan de trading et en fait on était au resto le resto dans lequel bah, nous à la fin du repas en fait on règle en Lightning quoi, tu vois. Mhm, Et donc on prend notre petit wallet. Alors t'as du wallet of Satoshi, du Phoenix, voilà. Et en fait il nous dit moi j'ai pas de wallet en fait. On se regarde quoi? comment ça? Mais qu'est-ce qu'il fait là? En fait, Qui êtes-vous? qui êtes-vous, monsieur? Mais lui, sa porte d'entrée, c'était le trading, quoi, en fait. Il s'est un passionné d'échecs, de proba, etc. Il n'avait jamais vu Bitcoin comme une monnaie. Mhm. Et puis, alors, voilà, c'est vraiment fascinant. Je trouve que c'est l'école de l'humilité aussi. Parce que quand je parle, je vais souvent boire un verre chez des commerçants en bas de chez moi, où il y a quelques personnes qui ont déjà pris la pilule orange, tu vois. Et en fait, quand il y a un nouveau qui arrive, il me dit alors toi, il paraît que tu t'intéresses à Bitcoin, ça tourne un petit peu quoi. C'est Dame Bitcoin, ouais ouais ouais. Voilà. Il me dit mais tu t'y connais vraiment? Non. Voilà, non, en fait. Donc, dis-moi de quoi tu veux parler, parce que un va commencer à me parler de hash rate, l'autre va commencer à me parler de shitcoins, enfin, chacun a son entrée. Et donc, c'est aussi admettre que bah, déjà, on ne connaît pas tout sur le sujet et qu'il y a probablement des manières de percevoir le sujet qui nous échappent. Je t'avoue que quand on m'a invité il y a quelques semaines maintenant à parler de Bitcoin à des travailleurs sociaux, je, je- vous êtes sûr? Et en fait, moi, j'étais super contente parce que j'avais déjà eu des demandes de personnes
héberge en fait des personnes dans des parcours de migration. Et une collègue en particulier, un jour, m'avait appelé en disant j'héberge un jeune du Nigeria. Il est vraiment, enfin, dans une grande difficulté. Il a traversé, voilà. On imagine ce que c'est un parcours de migration pour quelqu'un qui fuit son pays, qui avait pas spécialement envie de le faire, mais qui est obligé de le faire, quoi. Bref, et il se trouve qu'il arrive dans un réseau qui lui permet d'être hébergé. Et en fait, cette collègue, elle me dit, bah, j'ai un peu peur parce qu'il m'a dit que il avait du Bitcoin, que oui, il avait du Bitcoin. Oui, mais c'est illégal. Non. Mais qu'est-ce qu'il risque? Bah, de s'en sortir dans la vie. Vraiment. Mais elle avait vraiment peur, en fait. Le jeune Ouais. avait de la crypto et elle avait peur pour lui, quoi. Et en fait, ce gamin, il était, mais comment dire, il était d'une tristesse parce qu'il arrive là avec sa fierté, quoi. Je veux dire, il a du Bitcoin. Il a traversé, il a eu un parcours mais terrible, mais il avait ses mots en tête, quoi. Et il était en capacité, en fait, de Ouais. subvenir à ses besoins ici. Et tout ce qu'il demandait, c'était euh, comment je peux, enfin, dites-moi en fait comment je peux payer des choses ici, acheter, qu'est-ce que je peux acheter en fait. Et j'ai mon wallet, quoi. Et là, il Mhm. se retrouve face à quelqu'un qui est super gentil. Je veux dire, c'est quelqu'un qui accueille, qui fait de l'hébergement d'urgence pour des personnes en grande difficulté. Mais il se retrouve face à elle qui lui dit, mais faut pas le dire, Ouais, c'est faut pas dire que c'est illégal. voilà. Et donc, j'avais déjà compris qu'il y avait un enjeu par rapport à ces parcours migratoires là, et la Fédération des acteurs de la solidarité a organisé une conférence sur les enjeux de la grande précarité, des enjeux du numérique, hein, bien sûr, de la grande précarité. Et donc, j'étais invitée à discuter de ça. Donc là encore, en fait, une nouvelle porte d'entrée, et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de ça. Donc voilà, c'est l'illustration de toutes les manières dont on peut entrer en contact avec Bitcoin. Ouais. C'est clair. Bah, en tout cas, comme tu disais, Bitcoin rend humble et surtout, ça nous oblige à lui-même à chaque fois à remettre en question notre compréhension, la compréhension qu'on en a et les usages en fait qu'on peut en faire. C'est Ouais, tout que à à fait. chaque fois on se dit bah j'ai compris, je sais qu'on peut l'utiliser dans telle ou telle situation et puis bah l'objet il s'adapte, il peut être vraiment utilisé dans des solutions dans des situations tellement diverses que à chaque fois on apprend de nouvelles choses. Sur le côté illégal, bah c'est marrant, je discutais justement avec un chef d'entreprise ce matin qui me disait que bah lui il pensait que Bitcoin était illégal, il pensait que c'était illégal d'accepter d'être payé en Bitcoin. Donc je lui ai dit bah Bitcoin n'a pas cours légal en France, mais pour autant il y a rien qui est interdit, comme tu peux recevoir des paiements de quelqu'un en dollars, c'est pas interdit d'être payé en C'est Bitcoin. ça. C'est fou. Non, mais ça nous paraît fou, hein, mais quand on est dedans, on se rend pas compte de l'ignorance sur le sujet. Et du coup en parlant de tous les poncifs, je veux dire au moment où tu as déposé la motion, je veux dire au niveau de tes collègues dans le conseil municipal. En fait, moi, quand j'ai lu l'article sur le sujet, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Je me suis dit, mais le matin, tu arrives et tu parles de ça, en fait, comment les collègues réagissent? Quel est le truc le plus fou, en fait, que tu as entendu? Alors, la première étape, ça a été de le présenter à mon groupe politique, et dans lequel, c'est en réunion de groupe, la plupart des gens se disent, mais c'est absolument pas un sujet qui intéresse les gens, voyons. Bah, quand même. Mais non, mais enfin, la crypto-monnaie, enfin, c'était vraiment le côté, il faut intéresser les gens, parler de sujets du quotidien, des sujets qui ont un impact réel. Je dis, mais attendez, mais combien de fois par jour vous payez, en fait? Combien de fois par jour vous utilisez un moyen de paiement? Et il faisait pas le lien entre la crypto-monnaie et la monnaie et le moyen de paiement en fait que ça représente, quoi. Et donc déjà de faire passer le message que ben tu peux faire tous tes cadeaux de Noël enfin avec des achats en ligne avec du Bitcoin, que à Strasbourg
Enfin, dans l'Eurométropole de Strasbourg, il y a des restos où tu peux payer ton repas, des super restos d'ailleurs, à Onheim, le Cheval Noir, je vous le conseille. Enfin, il y a vraiment, c'est un vrai moyen de paiement, quoi. Et eux n'avaient en tête que l'image de Trump qui parle de Bitcoin, D'accord. des spéculateurs, dans les librairies, ces livres qui pullulent en te parlant de crypto-fascisme, de Mhm. techno-fascisme, Eh, Bon, donc vraiment un a priori hyper négatif, doublé de la certitude que ça n'intéresse personne. Et donc ça, c'était la première étape qui était un peu dure. Après, je leur en ai pas voulu en me disant la société entière est à la ramasse sur ces sujets. Je peux pas leur en vouloir à eux de pas être au fait en fait. Voilà. Donc certains quand même m'ont fait confiance puisqu'ils ont voté la motion, hein, sinon elle serait pas passée. Mais Ouais. voilà. La deuxième étape, donc, ça a été de proposer ça à titre individuel, avec comment dire, toute l'opposition qui regarde en disant elle, Mhm. elle présente un truc individuellement, c'est qu'il y a une dissension politique. Voilà, c'est ça, il Voilà, y a de l'eau dans le gaz. il y a des gaz, voilà. Donc, c'est évidemment c'est tout ce qui les intéressait, quoi. Et donc, là, la réaction de cette opposition qui attendait au tournant pour le petit buzz politique, leur réaction, ça n'a pas non plus été de s'intéresser au fond du sujet, hein. Donc on a eu la représentante du Parti socialiste qui dit mais d'un point de vue environnemental, tout le monde sait bien que c'est absolument délétère et que il y a un impact écologique démentiel. Donc comment est-ce que vous pouvez venir avec ça? Je note, je te réponds après. Après il y a eu les Républicains. Vachement sympa, tu vois, mais néanmoins en plaçant quand même que mais comment est-ce que le conseil municipal de Strasbourg pourrait se prononcer en faveur de la monnaie du crime? Munich, je te le montrais. On a eu quoi encore les centristes aussi qui ont pris la parole en disant que c'était enfin tous les représentants en fait des partis ont eu un mot pour dire que c'était délirant en fait. Voilà. Et c'était tous les poncifs. On était vraiment en direct, tu vois, sur Radio Café du Commerce. Voilà, avec personne qui y connaît rien, mais tout le monde qui en parle, hein. Voilà. Et donc Limite, tu aurais pu faire un bingo. oui, oui, ah bah là, quand je suis intervenue à Plan B, j'ai fait le bingo, hein, tu vois. Bien mis, pardon. J'ai fait le bingo. Donc, j'ai répondu point par point. Donc là, la vidéo, elle est en ligne, en expliquant ce qu'on sait déjà normalement ici. Euh, et, euh, et in fine, la plupart ont eu peur de voter. C'est-à-dire que la plupart se sont dit, elle a quand même l'air convaincante, la Zorn. J'ai pour moi quand même de rarement dire des énormités. Je vérifie quand même beaucoup les choses. On sait que quand je suis sur un sujet, je le creuse. Voilà, je suis vraiment rigoureuse, ce qui fait que je suis rarement dans les buzz et dans bon, parce que avec moi le buzz, ça marche pas beaucoup, quoi, tu vois. Donc ils ont eu ce moment de doute. Donc la plupart n'ont pas voté parce qu'ils voulaient pas non plus s'afficher comme anti-crypto. Ok. Et ceux qui ont voté, qui m'ont fait confiance, donc c'est en l'occurrence c'est que les gens de mon groupe, de mon propre groupe politique. Mais il y avait la partie qui n'a pas voté ou qui s'est abstenue, hein, la maire de Strasbourg notamment s'est abstenue de voter, mais il y a eu la partie qui m'a fait confiance, qui ont voté pour, et ça a suffi pour que ça passe. Je m'y attendais pas, pour moi ça passait pas. Pour moi, c'était au moins j'en aurais parlé. Ils assumeront les conséquences quand dans 10 ans tout le monde dira mais qu'est-ce qu'ils étaient débiles à l'époque. Et finalement, c'est passé. Pas de beaucoup, mais c'est passé. Donc ça a permis effectivement ça permet aujourd'hui de faire cette conférence en disant alors je suis pas sûre que les élus vont se déplacer pour cette conférence, même si c'est aussi fait pour eux, parce Tout à que fait. voilà, c'est un message pour porter un message politique, il faut s'intéresser à beaucoup de sujets. Là, c'en est un qui est à mon avis incontournable. Et si la classe politique dans son intégralité ne réagit pas rapidement en se mettant à un niveau, on va laisser ça à quelques personnes qui, à mon avis, sont des tartuffes, mais qui ont bien compris quelques éléments de langage et qui savent parler à une partie de la communauté. C'est ça. Bah, et surtout, enfin, mon avis personnel, c'est qu'en 2027, ce sujet, il va faire partie des sujets de campagne. Parce que
rien que pour la partie énergétique, parce que bah, côté extrême droite, ils ont déjà mis les pieds dans le plat sur le sujet en disant revalorisation énergétique, minage. Il y a le sujet Mara Exaïon aussi, en fait, qui arrive voilà, sur le côté. Donc forcément, ce sujet va devenir un sujet où bah, les politiques n'auront d'autre choix que de se positionner à un moment donné. C'est ça. Et tu te positionnes pas sur un truc où tu connais rien, ou alors, enfin si, la réaction de la plupart, comment dire, à gauche notamment, la réaction c'est on écarte, c'est un truc, c'est Trump, c'est le technofascisme, c'est voilà, sans avoir aucune connaissance de l'ADN libertaire. Et pour moi, en fait, Bitcoin a une ADN de gauche. Alors de gauche non autoritaire. Et si on peut rentrer, si tu le permets, un peu sur l'aspect peut-être très politique, en Oui, fait, vas-y. je sais pas si c'est le moment où tu voulais en parler, hein, pardon. Non, non, vas-y, c'est pas grave. C'est freestyle, donc. Allez, ouais, donc, j'enchaîne là-dessus. Le problème de la gauche française, c'est que elle est, à mon sens, autoritaire. C'est-à-dire que c'est une gauche qui est pour un État fort, qui est pour un État-nation, qui a fait la démonstration, et notamment il y a quelques années avec des ministres de l'Intérieur qui étaient pour la société de surveillance, hein, qui ont fait voter notamment la loi renseignement de 2015. Donc on voit bien que la gauche française, elle a toujours été pour l'autorité. Alors que il y a aussi une gauche qui est non autoritaire, à laquelle je me sens appartenir, et qui est beaucoup plus libérale. Euh, mais il y a vraiment un panorama en fait de vision de Bitcoin, mais il y en a une qui est absolument incompatible. Alors, je reviens un peu en arrière parce que Bitcoin, ça repose sur la décentralisation et ça repose sur l'anti-autoritarisme. C'est-à-dire que la base, et tout le monde sera d'accord là-dessus, c'est une défiance envers toute forme de pouvoir, quoi. C'est-à-dire que qu'il soit public ou privé, c'était Satoshi Nakamoto, enfin, c'était un message posté hein, sur la liste de diffusion, disait que le problème fondamental de la monnaie, tel qu'on l'entend hein, là, c'est c'est la confiance en fait qu'elle exige pour fonctionner. Et donc, on voit bien que radicalement, au sens voilà, ontologique, le soupçon, il est envers les institutions et envers le pouvoir centralisé, public ou privé. Bitcoin repose sur le fait de mettre la politique monétaire hors de portée du pouvoir, et c'est pour ça que on a aussi cette filiation avec Hayek. Donc voilà, la bonne monnaie, c'est la monnaie qui est soustraite des mains de l'État. Hein. À partir de là, tu as deux branches. Tu as un fork déjà. Euh, Effectivement, pour moi, tu as cette vision de gauche non autoritaire qui était la manière de voir des cypherpunks, c'est-à-dire que la cryptographie allait libérer l'individu contre la surveillance de masse et le contrôle étatique. C'est la conception même du bien commun, open source, du protocole, qui se construisent en commun. Il n'y a pas de copyright captif, c'est le modèle d'infrastructure partagée. Voilà. Donc, à mon sens, c'est le côté gauche de Bitcoin. Euh, la philosophie vraiment anti-État, quoi. Et les usages d'ailleurs. On parlait, enfin sur ta chaîne, tu parles beaucoup hein, de l'aspect d'inclusion financière, du Mhm. contournement de la censure. Ça, c'est mon grand sujet. C'est comme ça que je suis venue à Bitcoin. Et puis aussi des transferts à bas coût. Oui. Donc voilà, ça c'est vraiment des usages concrets qui, pour moi, pareil, c'est une manière de résister à l'oppression. C'est un outil pour des minorités ethniques, religieuses, pour les femmes, pour des dissidents politiques, des réfugiés. On le voit en Afghanistan, on le voit au Togo, même les Vietnamiens qui ont besoin de faire sortir des devises, on voit les usages concrets qui sont plutôt de gauche. Et donc, l'autre branche, c'est Bitcoin et la droite libérale. Donc là, moi, je peux admettre aussi une compatibilité évidemment avec la droite libérale qui va, c'est Adam Smith. Il n'y a pas d'ordre ou de classe d'hommes qui doivent être préférés aux autres. Les individus naissent libres, avec l'idée quand même que leur destin sera présidé par le mérite. Sur la question du mérite, je partage pas complètement cette vision. C'est pour ça que je m'estime pas être de droite libérale. Mais il y a quand même dans ce libéralisme là un universalisme des droits individuels, une égalité de traitement de tous les humains. John Locke, hein, le libéralisme dans sa conception moderne, cette égalité-là, et aussi le fait qu'un gouvernement doit avoir le consentement
des gouvernés pour exercer le pouvoir. Donc on peut se dire que la structure économique, cette monnaie forte hors État, c'est une logique conservatrice qui va être de la droite libérale. Les usages sociaux, on voit bien que des libertés publiques au bien commun, l'inclusion, il y a une dynamique qui est vraiment progressiste, ce que moi en fait j'envisage du côté de cette gauche non autoritaire, non progressiste. Ce qui est en revanche fondamentalement contraire à Bitcoin, c'est l'illibéralisme. C'est cette l'idéologie de gens comme Zemmour ou sa compagne Madame Knafo, cette idéologie qui valorise un État-nation fort, un nationalisme ethnique, une hiérarchisation des populations selon leur compatibilité culturelle avec la vision de l'identité française, la vision que eux ils ont de l'identité française d'ailleurs, blanche catholique, et puis cette volonté de contrôler de manière autoritaire les frontières, les flux migratoires, et donc d'accroître les caméras de surveillance, la surveillance de masse. Ça, c'est un nationalisme qui est fondé sur des critères culturels, religieux, biologiques excluants. Et pour moi, c'est complètement incohérent avec l'idée de la liberté, des libertés. Quand on parle de sommet des libertés, quand j'ai vu certaines personnes qui allaient, quelle liberté? Celle de ne pas payer d'impôts, en fait. Parce que le droit à la vie, c'est pas des gens. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui appartiennent à cette droite illibérale qui refusent le droit à mourir dans la dignité, qui refusent la liberté, le droit à l'avortement. Si on parle du droit à la vie privée et familiale, il y a quand même beaucoup qui étaient pour le mariage pour tous, dans les manifs pour empêcher des gens homosexuels de se marier. Donc c'est la liberté, mais pas pour tous. Liberté religieuse, religieuse si elle est catho, le reste, ça va être compliqué. Droit de propriété, parlons-en du droit de propriété. Alors, quand on est bitcoiner, c'est un élément qui est important. Mais alors le droit de propriété, ok, mais pas pour les étrangers. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils puissent accéder à la propriété dans leur précieux État-nation. Et pareil pour la liberté d'entreprendre. Quand tu n'as pas accès au marché du travail parce que tu es quelqu'un en situation de migration qui n'a pas le droit de travailler parce qu'on a peur que ça fasse un appel d'air et que donc on ne te donne pas accès au marché du travail, qu'est-ce que tu veux être libre de jouir de la liberté d'entreprendre et de faire quelque chose? Tu es arrimé en fait à une interdiction d'être un individu libre avec des droits égaux aux autres en fait. Donc pour moi, en conclusion, il peut avoir des bitcoiners libertariens, libéraux, comment dire, un libéralisme radical sur la manière de démanteler le contrôle étatique de L'État. l'État, réduire la fiscalité au minimum. Bon, il peut avoir des bitcoiners anarchistes, de gauche, avec cette idée de l'émancipation collective, l'horizontalité, l'autogestion des ressources, le rejet des monopoles. Il peut avoir des gens qui sont ni dans l'un ni dans l'autre, mais qui sont plutôt progressistes au sens techno, avec des innovations pragmatiques. Mais il ne peut pas y avoir de nationalisme cypherpunk. Enfin, c'est absolument C'est incompatible. antinomique. Voilà. Je veux dire, c'est le point commun pour tous les gens qui promeuvent Bitcoin, c'est l'autonomie et c'est les libertés. Mais si tu n'es pas promoteur des libertés, si tu ne reconnais pas des libertés, toutes les libertés aux individus, tu ne peux pas te revendiquer de Bitcoin. Donc c'est pour ça que pour moi, un mouvement comme Reconquête, c'est une tartufferie. Et bon, voilà. Donc promouvons comment dire, une vision humaniste et progressiste de Bitcoin parce que c'est ce qu'est en fait Bitcoin. En fait, moi, la politique française, j'ai l'impression que les partis, et là, effectivement, au-delà des courants eux-mêmes, les partis, c'est comme si c'était la même, deux faces de la même pièce. Dans le sens où c'est toujours de revenir toujours à plus d'État, plus de contrôle, qu'on soit de gauche ou de droite. Et ce qui fait qu'effectivement, ces partis-là ont du mal à capter vraiment l'essence de Bitcoin, mais ils le font plutôt par opportunisme ou voilà pour essayer de capter des voix. Mais en fait, ce qui fait le point commun, parce que dans Bitcoin, souvent, il y a un article qui était sorti récemment comme quoi le Bitcoin, c'est que des gens d'extrême droite, etc.
pour moi, en fait, c'est que cette personne n'a pas capté en fait le point clé de Bitcoin et c'est ce que tu indiquais. Les gens qui sont dans Bitcoin, ils ont des origines diverses, ils ont même on va dire des courants politiques divers, mais le point clé entre ces personnes, c'est vraiment la liberté. Voilà, c'est le point qui est fondamental. C'est tous des gens qui sont pour l'autonomie, la liberté et le droit en fait de chaque personne de disposer de la propriété privée, de son argent du coup. Et qu'est-ce que tu veux que des partis aujourd'hui qui sont installés dans un système où ils ont un pouvoir, ils ont une assise médiatique, ils ont des élus, notamment au Parlement européen. Euh, Qu'est-ce que tu veux que ces partis-là acceptent de remettre en cause leurs acquis? Donc jamais ils vont vouloir une modification du système électoral ou ils parlent du financement des partis politiques. Ils parlent de la démocratie qui devrait être plus représentative, mais ils font quoi en fait? Il y a pas de demande de modification constitutionnelle qui irait dans le sens de la philosophie de Bitcoin, de cette décentralisation et de faire reposer davantage de pouvoir sur les individus. Parce qu'en fait, ils en ont peur des individus. Ils ont peur de cette décentralisation. À partir du moment où le pouvoir est éclaté, il est plus difficile de concevoir de se l'approprier, le pouvoir. Alors que là, ils sont tous en route pour 2027 et c'est l'alpha et l'oméga de leur réflexion. Donc ça ne peut pas en fait, ça ne peut pas fonctionner. Et les gens aujourd'hui qui ont des idées intéressantes sur la vie publique, qui ont vraiment des idées de renouveau et qu'on soit d'accord avec ou pas, mais qui apportent quelque chose à la réflexion politique, ce sont des partis qui n'ont quasiment aucune visibilité, qu'on n'entendra jamais au moment des élections parce que les médias estiment que les règles de l'Arcom les obligent à n'inviter que des gens qui ont raisonnablement l'espoir d'être élus. Donc en fait, tu Mhm. tournes en rond. Voilà. C'est ça, exactement. Moi, je les ai faites, hein, les élections européennes. Hein. Je veux dire, j'ai vu comment ça se positionnait. C'est absolument pas un moment de débat des idées politiques. C'est uniquement un moment où on renouvelle un corps, pas un corps électoral, mais un corps d'élus, euh, mais prendre à peu près les mêmes et puis recommencer à minima. Donc la colère gronde, mais vraiment. Euh, et je pense qu'il y a si on n'est pas capable d'apporter un vrai renouveau à la vie politique, elle va s'achever dans un bain de violence, en fait. Et il y a des gens qui ont intérêt à souffler sur le feu, mais pas pour mettre un autre modèle en place, pour acquérir le pouvoir tel qu'il est aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est un pouvoir qui est très concentré et qui est très confortable pour celui qui l'a. Même si on va nous tirer les larmes des yeux sur la difficulté à faire passer un projet de loi de finances, mais déjà c'est pas la chose la plus importante aujourd'hui. Mais quelqu'un qui est à la tête de l'État français aujourd'hui a tous les pouvoirs, puisque c'est comme ça que le général de Gaulle avait conçu en fait la Ve République. Donc les gens qui candidatent aujourd'hui pour être président de la République, ils n'ont pas envie de renverser la pyramide. Hein. Je pense que quand on est bitcoiner et qu'on est attaché aux libertés et qu'on sait concrètement ce que ça veut dire, on doit être très très attentif à ça, quoi. Je suis d'accord. Et moi, j'avais une réflexion justement dans ce sens. Je me disais, mais en fait, quand on regarde la forme actuelle de l'État, ou même en tout cas dans la plupart des pays, en réalité, quel État aurait vraiment intérêt à pousser un outil tel que Bitcoin qui va très loin en fait dans la réflexion sur la liberté? Parce que en fait, cet outil a vraiment tout pour amener les individus vers une forme d'émancipation et puis avec son corollaire d'arriver à la conclusion de se dire il faut séparer la monnaie de l'État parce qu'en fait ce mariage entre la monnaie et l'État est vraiment source de plein de nos problèmes. Donc on va pousser pour séparer les deux. Donc en réalité, aucun État n'a intérêt à pousser Bitcoin ou que sa population même comprenne Bitcoin. C'est ça. Donc ça fait que on va dire, ça met un peu de suspicion quand on voit des chefs d'État se positionner sur Bitcoin. On se demande quel est leur vrai projet derrière parce que ce n'est sûrement pas, en fait, de perdre du pouvoir. Ah bah pas du tout. C'est justement de récupérer le pouvoir, même par le biais de Bitcoin qui est prévu pour ne pas en fait être aux mains d'un pouvoir concentré. Alors il y a des phénomènes qui font que
il peut avoir effectivement quand même l'appropriation d'une trop grande partie de la masse. Mais oui, tu le poses dans des termes très clairs. Les États aujourd'hui n'ont aucun intérêt à Bitcoin parce que Bitcoin, c'est justement cette défiance envers les institutions et la volonté de mettre la politique monétaire hors de portée du pouvoir. Donc, tant que les États se définiront par la monnaie, la réalité, c'est que ils ne peuvent pas promouvoir honnêtement Bitcoin. Voilà. Donc, c'est pas pour faire mieux fonctionner la société ou l'État qu'ils vont demander des réserves. C'est pour justement essayer d'avoir un pouvoir sur la politique monétaire, une politique monétaire qui n'a pas été conçue pour être entre leurs mains. Donc c'est pas honnête. Il faut pas se laisser convaincre du contraire. Ça ne peut pas être honnête. En tout cas, c'est des choses dont on débattra aussi pendant la conférence du 29, évidemment, parce on n'est pas tous d'accord là-dessus. Aujourd'hui, les États, dans leur conception, et je pense que les États vont justement vers des formes qui sont de moins en moins libérales, vers des formes de plus en plus autoritaires. On voit bien que on a une verticalisation encore accrue du pouvoir, même des incarnations en fait. C'est le retour de l'homme providentiel qui finalement peut dire les pires énormités. C'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir un impact médiatique fort, immédiat, avec le moins de réflexion derrière. Donc, ouais, mais après, je dis ça, je critique pas que des gens comme Trump. Hein. Je pense qu'en France, on a des sorties qui sont indignes. Enfin, des ministres d'État, j'ai encore un minimum de respect voilà, pour les institutions quand même, mais je suis choquée quand j'entends un ministre qui nous dit que il faut remettre en question l'état de droit. Quoi? Enfin, l'état de droit, ça veut dire être en mesure de prévoir les peines, notamment les peines de prison quand tu commets une infraction. L'état de droit, c'est la sécurité juridique. C'est savoir en fait qu'est-ce qui régit la société. Donc que l'état de droit, il est pas satisfaisant complètement, que l'état du droit, surtout, je pense qu'il y a une grosse confusion avec ça, que l'état du droit ne soit pas ouais, satisfaisant parce que la justice aujourd'hui en France c'est une pitié, que il manque des tas de moyens et que les rouages des institutions sont souvent opaques, complexes et ça d'accord. Mais l'état de droit, sauf à imaginer qu'un ministre aussi haut placé est complètement déraillé, qu'il n'ait jamais compris la différence entre l'état du droit et l'état de droit, on peut pas critiquer l'état de droit aussi facilement que ça, quoi. On peut pas juste dire, oui, en fait, on va peut-être remettre en question le fait comment dire, comment, on va remettre en question la capacité des gens à savoir à quoi ils s'exposent quand ils commettent une infraction. Dit comme ça, on se rend quand même compte de l'énormité, quoi. Mais c'est ça que C'est ça veut clair. dire, en fait, l'état de droit. Donc, c'est pas l'état du droit, quoi. Mais bon. Une confusion. Et moi, ça me fait penser à une question euh, bah, que est-ce que Bitcoin, c'est en relation justement avec je sais pas si tu avais suivi le sujet avec Éric Larchevêque, donc qui expliquait que Bitcoin va rentrer petit à petit dans les institutions et tout ça. Donc moi, ça m'a amené à me poser la question, est-ce que Bitcoin, c'est un outil qui va reformer le système ou c'est un outil en fait pour sortir du système tout simplement? Bah, je pense il peut avoir les deux, hein. C'est ça qui est un peu magique et qui déstabilise autant les politiques. C'est que c'est un mouvement de révolte contre des intermédiaires qui sont des prédateurs, en fait. C'est un mouvement de révolte contre le monopole, contre bon, voilà, le ciment, c'est vraiment la promesse de cette autonomie. Mais ça veut dire, quand tu réfléchis en termes d'agency, qui va transcender un peu les clivages, ça veut dire aussi que ben, tu peux avoir, je vais pas dire Bitcoin is for enemies parce que c'est un peu galvaudé, mais en tout cas, tu peux, Tu peux. Moi, c'est ma phrase préférée. bon, bah, tu vois, voilà, voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire quand même, quoi. Et ça veut dire que tu peux avoir
c'est un peu Janus, quoi. Tu vois, cette figure de la pièce avec ses deux faces. Tu peux avoir ce que toi tu considères comme le meilleur et que ce que toi tu considères comme le pire. Et en face, ça va être l'inverse. Donc c'est extrêmement déstabilisant. Ça dérange. Bitcoin va te déranger parce que pour certains, tu vas y voir une menace pour la souveraineté monétaire. Et puis de l'autre côté, une trahison même pour la monnaie nationale, et ça que tu sois de droite comme de gauche. Et donc, il y a un malaise un peu persistant parce que ça peut partir de n'importe quel côté. Et donc, ça peut être intégré dans les institutions. Et je pense que il y a déjà beaucoup de gens et beaucoup d'institutions qui s'y intéressent, mais surtout par des individus qui appartiennent à ces institutions et qui voient bien en fait le potentiel. Mais ça va aussi contribuer, je pense, à un monde parallèle. Mais c'est déjà le cas. Il y a Oui, déjà c'est déjà le cas. voilà, déjà des gens qui vivent qui vivent de manière complètement autonome. Mhm. Alors c'est radical, mais ça existe déjà. Et ils passent sous les radars de tout et ils n'ont pas besoin du reste de la société. Et voilà, donc c'est étrange quand même de se dire que Bitcoin est si puissant qu'on peut l'imaginer intégré dans certaines institutions comme permettant à des individus de vivre en dehors de la société. C'est Ça revient à ce qu'on disait au début, le côté protéiforme de Bitcoin. Et c'est ce qui fait peur. Ouais. C'est ce qui fait énormément peur. Mais les libertés font peur. Parce que, voilà, les libertés, c'est aussi comment est-ce que tu sanctionnes l'usage effréné de liberté jusqu'au moment où ça porte préjudice au reste de la société. En fait, c'est ça, la liberté. Mais je pense que la liberté ne veut pas dire, exercer ses libertés ne veut pas dire l'absence de limites. L'exercice des libertés a des limites tant que tu vis en société. Donc c'est vraiment le contrat, c'est la théorie du contrat social, quoi. Voilà. Mais oui, ça fait peur. Bitcoin fait peur parce que c'est un outil de liberté et que quelque part, ça repose sur ta volonté à toi de te soumettre parce que tu y as un bénéfice et c'est le consentement en fait à être gouverné. Euh, mais tu peux aussi partir, alors, peut-être moins avec Bitcoin qu'avec d'autres crypto-monnaies, mais tu peux effectivement te désinsérer en fait socialement. Ouais, pour partie, ouais. Tout à fait. Et puis en plus, bah, en fait, tout se joue sur le fait qu'on est des commerçants. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, c'est vraiment l'angle que j'ai pris on va dire l'angle que j'ai pris dans, on va dire, la vulgarisation de Bitcoin, c'est d'en parler aux commerçants. Parce que effectivement, plus il y a de commerçants qui vont permettre à des gens de payer directement en Bitcoin, plus les personnes qui font le choix de ne vivre que sur le Bitcoin standard auront en fait une facilité aussi de vie parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même un peu compliqué. Ouais. Oui, non, mais oui, c'est ça. Je pense que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, hein, sur l'éducation. J'ai fait certains repas où des gens me disaient, mais il faut arrêter d'essayer d'éduquer les masses à Bitcoin, hein. Bon, bah, voilà, moi, c'est pas ma vision, mais je comprends ce qu'ils veulent dire, quoi. Mais c'est une infrastructure qui est neutre, mais que chaque camp veut d'ailleurs moraliser. Mhm. Ah, parce qu'on veut tout moraliser. Mais moi, je partage ta conviction que qu'il faut militer pour une adoption. Euh, mais bon, en tout cas, je préfère militer pour une adoption par les commerçants et par la population, tous ensemble, que militer pour des réserves fédérales, quoi. T'as. Mm. Oui, tout à fait. Effectivement, pareil, je partage à 100%. Je préfère que ce soit les commerçants et puis on va dire que ça parte par le bas plutôt que bah, le haut parce que qui dit réserve fédérale, ça ressemble plutôt à une capture en fait de l'objet pour limiter sa circulation. Et puis quand tu rajoutes à ça une fiscalité qui est délirante, Ouais. bah finalement le côté moyen d'échange de Bitcoin en fait est en train d'être on va dire freiné. Eh ben, tu vois, on parlait tout à l'heure d'état de droit. En fait, c'est ça que j'aurais dû dire. C'est que pour moi, aujourd'hui, la fiscalité qui s'impose
elle est délirante, elle est compliquée en fait à comprendre, et pour moi, c'est une insécurité juridique, tu vois. C'est vraiment des règles de droit qui ne sont pas intelligibles, qui sont plus, comment dire, rationnelles et qui émanent vraiment de certains, qui émanent de personnes qui ont une peur panique en fait de Bitcoin, quoi. Enfin, vraiment. Ouais, Euh, c'est ça. et et tu le sens même dans la manière dont les textes sont formulés. Enfin, aujourd'hui, c'est un acte militant quasiment de parler de crypto-monnaie et de pas parler de crypto-actifs, tu vois. Donc, je connais des gens qui systématiquement disent non, c'est pas une monnaie, c'est un actif. Bah, en fait, à partir du moment où moi je paye ma bouffe avec, que je commande des produits de beauté Carité, je vais payer en Bitcoin chez Voilà, c'est ça. Carité. Petite dédicace à Carole. Exactement. Salut Carole. Bah, pour moi, c'est une monnaie. Voilà. Donc après, je m'en contrefous de comment tu l'appelles. En revanche, je suis effectivement obligée de répondre à la question de cette fiscalité. Et moi, c'est tellement opaque, opaque, complexe en fait, que c'est fait c'est une fiscalité qui est punitive et qui est insensée quoi. Enfin voilà, c'est vraiment fait pour punir les gens parce que ça recèle l'idée que tu fais quelque chose de mal. Exactement. Voilà. Et ça c'est grave parce que il y a un aspect moral. Le droit a toujours de toute manière reposé en partie sur la moralité, hein. Et d'ailleurs, le code pénal jusqu'en 94 contenait les termes de morale sur notamment la question de la pudeur, des bonnes mœurs, etc. Et aujourd'hui, on a déporté cette question de la moralité sur de présumées infractions financières à détenir de la crypto-monnaie, quoi. Mhm. Voilà. On en est là. Donc ça, c'est vrai que je suis vraiment outrée par ça et que notamment au Parlement européen, on a quand même des députés français, des eurodéputés français, eurodéputés françaises, qui sont, pardonne-moi l'expression, gratinés. En fait, il y a une haine qui transpire et qui, pour moi, les aveugle et ne permet pas de prendre des décisions sereinement, quoi, vraiment. Ah oui, c'est vrai que j'avais écouté dernièrement Alexandre Stachenko qui disait que pendant sa campagne, il était allé sur un marché et pour parler de Bitcoin et les gens lui ont dit comment tu peux parler de ça, c'est inadmissible. Enfin, et puis surtout des personnes qui n'y connaissent rien à Bitcoin, qui te disent que comme tu en parles, c'est que tu es un criminel, tu soutiens le terrorisme, ce genre de choses. Donc j'imagine bien comment ça peut être même au sommet de, on va dire haut dans la pyramide même des responsables politiques qui ont cette vision aussi quoi. Moi, je vais te dire, je sais pas comment je me suis débrouillée dans la vie, mais je suis systématiquement en désaccord sur sur un grand nombre de points, on va dire, avec alors, je vais pas dire famille politique parce qu'en politique t'as pas de famille, hein, mais avec la gauche française. C'est-à-dire que sur la question du travail du sexe. Voilà. Alors, ben, moi, je suis pour la liberté. Donc, je suis pour la liberté de disposer de son corps et d'en Mhm, faire en fait ce que l'on veut, du moment qu'on n'est pas obligé. tout à Parce fait. qu'après, ça, c'est criminel en fait, hein, Mhm, tout simplement. Je suis également pour la légalisation de certains stupéfiants. Je suis pas anti-écran pour les jeunes et je suis pas pour interdire l'accès à certains sites à des mineurs dans la mesure où pour savoir s'ils sont mineurs, il faut vérifier leur identité. Donc ça veut dire vérifier l'identité de tout le monde, ce qui me paraît disproportionné au regard de l'objectif recherché parce qu'on met pas plus de moyens sur l'éducation, on va juste mettre plus de moyens sur la surveillance. sur la surveillance pour avoir Voilà. plus de Et enfin, contrôle. je suis pro Bitcoin. Ah ouais. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est Tu pour ça que devrais créer ton propre parti où tu es unique. mais alors, écrivez en commentaire si vous êtes d'accord avec les points que j'ai soulevés. Voilà, Euh, vous faites un parti. voilà, parce que moi je pense que oui, dans la gauche française actuelle, je me sens un peu isolée, mais je pense vraiment que il y aurait, comment dire,
que les gens se sentiraient plus à l'aise à parler politique si déjà ils n'étaient pas systématiquement jugés et mis dans des cases. Et c'est vrai que quand je parle en fait de ces idées-là, et j'accepte complètement évidemment qu'on soit pas d'accord avec du moment qu'on le justifie, mais moi quand j'ai exposé mes idées, on m'a déjà dit que j'étais une féministe en carton. Quand j'ai parlé du travail du sexe, en fait, on m'a répondu que j'étais pour le viol tarifé. Ok. Voilà, et donc ça, c'est des personnes qui visiblement avaient leur ceinture noire de féminisme, Mhm. parce que ben, moi, j'étais pas du tout admise à avoir ce discours et à dire que j'étais féministe. Donc l'intolérance ravage les idées politiques, tu vois, et, C'est euh, vrai. et je pense qu'on devrait plus parler de politique. On devrait pouvoir être en capacité d'échanger nos idées, et aussi d'accepter qu'on s'est trompé. Et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui, sur le Bitcoin, vont accepter de se dire, OK, j'avais pas tout vu, j'étais contre pour X raisons, mais je pense que ça vaut le coup de reconsidérer. Et c'est le droit à l'erreur, hein. C'est ça. Et il y a peut-être, il y a peut-être aussi des Bitcoiners qui étaient légèrement intolérants et qui accepteront au fur et à mesure de se dire, ça vaut peut-être le coup de s'ouvrir aussi, quoi. Tout à Voilà. fait. Bah, effectivement, on est dans une, enfin, ma théorie, c'est que c'est peut-être les réseaux sociaux ou je sais pas, peut-être la période dans laquelle on est qui favorise ça, mais c'est que les gens sont devenus très binaires dans leur façon de penser. C'était soit à gauche, soit à droite. En fait, le gris tend à disparaître. C'est vraiment une polarisation de la société et à tous les niveaux, que ce soit bah, pour les idées politiques, les rapports hommes-femmes, tout est polarisé en fait à l'extrême. Donc Ouais. on peut même plus discuter en fait et trouver une façon de trouver un compromis. Je pense que les gens ont besoin d'être, d'avoir une identité forte et donc d'être tu vois, dans une case où ils vont pouvoir se définir comme appartenant à une communauté qui pense la même chose. Et c'est ça qui est fascinant avec Bitcoin, c'est que, bah, il y a une communauté, mais qui a des points de vue qui diffèrent sur des tas de choses. Quand on nous dit Bitcoin c'est fasciste, Bitcoin c'est anarchiste, non, intéressez-vous au sujet et vous allez voir les débats qu'il y a en interne, quoi. C'est un C'est ça. modèle du genre, en fait, je trouve, Bitcoin là-dessus. Mais oui, tu as raison, on va de plus en plus vers une société qui se replie dans des petites sphères, dans des petites communautés, voilà. Et donc, c'est pas gênant du moment qu'on arrive à continuer à avoir un débat pour que ça devienne pas des bulles complètement hermétiques. Exactement. Et voilà, c'est ça en fait qui peut être gênant et le fait de se dire aussi qu'on s'est trompé, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une vulnérabilité. Moi, j'ai pas toujours été comment dire sur les questions d'énergie pendant longtemps. J'ai grandi en face d'une centrale nucléaire qui me terrorisait, hein. Donc en fait, pour moi, le nucléaire, c'était compliqué. Et c'est en creusant, etc., que je me suis rendu compte que, bah oui, la décarbonation, et que la première des menaces, en tout cas, là où je vivais, c'était pas avoir une centrale en face, mais c'était la pollution de l'air. Mais voilà, et donc oui, pendant longtemps, je me suis trompée là-dessus. J'étais farouchement anti-nucléaire parce que aussi il y avait une question de gestion des déchets qui n'était pas transparente, de répression des militants à Bure qui était inadmissible. Donc il y avait beaucoup d'éléments en fait qui m'empêchaient de penser au fond du sujet. Et je me suis trompée. Et je pense que il faut se grandir du fait d'accepter de reconnaître qu'on s'est trompé. Et donc voilà, j'espère que sur Bitcoin, alors peut-être qu'on se trompe, hein, peut-être que c'est nul Bitcoin. Mais en tout cas, j'attends qu'on me le démontre et pour l'instant, il n'y a rien qui me convainc que c'est nul. C'est clair. Bah, c'est pour ça aussi, ouais, j'aime bien aussi aller écouter des gens qui ont des arguments anti-Bitcoin. Je pense que c'est bien, Oui, sans verser dans le côté, parce que du coup, je me dis, ça sert à rien de consulter ce genre de choses, sans verser dans la caricature, en fait, sur Bitcoin, mais des gens qui ont des idées, et qui expliquent que, en comprenant Bitcoin, pour eux, c'est pas forcément la solution et la panacée à tous les problèmes. Donc, bah, les écouter aussi, ça permet de se challenger
et puis de se remettre en cause, parce qu'il y a que comme ça qu'on grandit. Parce que si on reste dans sa propre bulle de pensée, en fait, on n'évolue pas. Ouais, exactement. Et Bitcoin ne résout pas tout. On peut pas dire ça non plus. C'est pour ça qu'il faut rester, je pense, ancré dans, voilà, dans la société, dans les problématiques qu'elles ont. Il y a un côté. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette citation du site de Corneille: à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et donc, se replier sur soi et vivre avec ses sats tu vois, stacker sans parler. Je trouve que c'est dommage parce on reste des humains quand même, et avec cette fonction sociale et cette nécessité de, je, je- je pense qu'il faut convaincre. Je pense qu'il faut, dans l'intérêt aussi de ce protocole et de la société, il faut qu'on arrive à répliquer en fait la philosophie de ce protocole de manière vertueuse pour améliorer les sociétés dans lesquelles on vit. Et c'est loin d'être simple, c'est même extrêmement compliqué. Mais je trouve que une fois qu'on a compris Bitcoin, en fait, on est chanceux. Et il faut partager cette chance, quoi. Exactement. Il le faut. C'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, des fois. On peut se dire, tu expliques quelque chose à quelqu'un, mais qui, dès que tu ouvres la bouche, envie de te dire, va-t'en. Donc, ça peut être compliqué. Puis surtout, cet exercice-là, il est encore plus compliqué sur les réseaux sociaux, où on est vraiment en fait dans le Oui. côté post-vérité, sensationnalisme. On va aller, voilà, avoir montrer les muscles entre guillemets. Donc, des fois, ça prend beaucoup d'énergie, mais je trouve que, en tout cas, pour une certaine partie de la population, ça vaut le coup. Raison pour laquelle moi je me dis, je choisis mon combat, je me focalise sur les commerçants, les entreprises, parce que eux aussi ont des problèmes concrets. Et moi, je suis toujours admirative de ceux qui le font avec la politique, parce que je trouve que les politiciens, des fois, il y a moins de pragmatisme en fait en politique, donc c'est encore plus compliqué de parler de Bitcoin dans la sphère politique. Donc, en tout cas, bravo. Eh ben merci. Et là, on arrive à la fin de l'heure. Je voulais quand même parler de la conférence, parce que j'ai trouvé le programme très, très intéressant. Donc, je vais partager. Euh, hop, partager. Voilà, pour commenter un peu le programme, pour donner envie aux gens de s'y intéresser et de s'inscrire, parce que ce type d'événement, je pense que c'est ce qui va faire la différence. On ait des endroits comme ça où les gens peuvent venir et écouter des personnes qui sont assez calées dans le domaine. En plus, dans le planning, je trouve que c'est bien varié. Il y a des questions d'énergie, il y a des questions pour les commerçants, donc mon sujet favori. Et puis, voilà, on parle des minages, d'écologie, d'énergie, de démocratie. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous commenter un peu ce magnifique programme? Ouais. Alors, je vais commencer par dire que le programme qui se déroule sous vos yeux et donc enfin donc ce site a été fait avec Bebop. Voilà. Ouais. Du logiciel libre et ouvert comme on l'aime. Je salue l'équipe de Bebop. Avec un gros coup de main de Nîmes aussi, hein, pour mettre en forme. Donc Alexis, merci beaucoup. Donc ce programme, on va commencer le 28 janvier. Déjà au soir, avec une soirée ciné. Et donc c'est la projection d'une série documentaire que certains connaissent sans doute déjà, le mystère Satoshi aux origines de Bitcoin. Ce sera en présence de Rémi Forte, le réalisateur qui nous fait l'amitié de venir, donc c'est chouette. Et c'est une soirée qui est permise grâce au Cercle du Coin, que je remercie aussi, parce que mine de rien, une conférence, quand on la veut entièrement gratuite, c'est compliqué. Et donc, c'est grâce aussi au soutien des partenaires comme le Cercle, Bebop, Nîmes. Voilà, il y a plein de gens en bas sur le site, sur la première page, vous verrez qu'on peut mettre ça sur pied. Et la conférence en elle-même, donc le 29, c'est au Shadok, qui nous accueille. Le Shadok, c'est le tiers-lieu des cultures numériques à Strasbourg. C'est un lieu qui est vraiment formidable et qui œuvre énormément pour l'éducation numérique sur des tas de sujets. Donc là, il nous accueille toute la journée. Alors, le matin, on est vraiment très orienté pédagogie.
Le matin, c'est très grand public. Il y aura même une classe de jeunes en BTS compta gestion qui vont venir. Waouh, bien. Ouais, ouais, ouais. Donc, je suis vraiment très contente de ça. On a, je sais déjà qu'il va avoir certains travailleurs sociaux. Il y a quelques retraités qui m'ont dit qu'ils étaient super contents parce qu'ils sont très intéressés par l'autonomie financière. Il y a des profs qui vont venir. Enfin, bon, voilà. Le matin, mais il y a encore de la place, hein, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous le pouvez. Le matin, c'est très grand public et c'est Plan B Network qui s'en occupe. Et l'après-midi, on va avoir des séquences qui sont plus ou moins spécialisées, mais comme tu l'as dit, j'ai essayé de balayer tous les sujets. Je suis très contente de commencer l'après-midi avec Alexandre Stachenko, Oui. euh, parce que parler de crypto, c'est aussi parler de politique monétaire en général et de l'euro numérique qui arrive Mhm. quand même à grands pas. Et je pense qu'on a besoin de replacer les choses en début de séquence sur l'euro numérique versus Bitcoin et pourquoi est-ce que justement on veut nous l'imposer. Donc voilà, ça c'est important avec toute la pédagogie dont il sait faire preuve. Je pense que ça va être un bon moment. Après, le commerce. Donc là, c'est la jeune association Bitcoin Alsace et Carole Taouema qui sera là. Peut-être en visio, peut-être sur place en fonction de sa dispo. Plan B à nouveau. Et puis ensuite le minage, l'écologie, les cas d'usage chaîne de blocs Société Démocratie. Alors, ah oui, j'ajoute que ouais, Philippe Latombe, le député, finalement, il pourra pas venir. Mais c'est un universitaire de Strasbourg qui est super calé sur ces questions qui va venir. Enfin, bon, il y a encore des petits ajustements. Et puis, ok. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que il va avoir le sujet du vote avec une présentation de cas d'usage par Alexis Roussel qui travaille sur le sujet du vote justement et de comment est-ce qu'on peut offrir aux personnes, à toutes les personnes, des solutions pour voter de manière sécurisée. Enfin, j'en dis pas plus sur le sujet, mais suivez ça, vous pourriez être surpris. Vous n'êtes pas prêts. Bon, en tout cas, comme on dit, c'est du lourd. Ouais, là, il va y avoir du lourd, je vous le Ouais, il va y avoir du garantis. lourd. Voilà. C'est Et vraiment super. on termine avec un moment très politique. Bitcoin, commun numérique ou apopolitique. Ça sera animé par Monsieur Faune de Faune Radio. Ça lui Voilà. ressemble bien, ce type de sujet. Ouais, 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 ouais. Et donc on va se faire plaisir. On va mettre carte sur table. Et peut-être même qu'on va un peu s'engueuler, mais parce que c'est nécessaire. Enfin, on va s'engueuler un peu, mais pas trop quand même. Mais voilà, pour vraiment reprendre certains éléments qu'on a décrits aujourd'hui, mais creuser aussi sur le côté commun numérique. Ça fait pas l'unanimité en fait, le caractère de commun numérique de Bitcoin, mais il faut en parler et voir justement comment on peut en faire quelque chose. Je conçois que certaines personnes se méfient du mot politique dans un programme sur Bitcoin. Je le conçois. Et je répète que Bitcoin est un objet politique comme n'importe quel phénomène de société en réalité, et surtout une monnaie, mais qu'en revanche, je suis d'accord pour dire qu'il ne doit pas être partisan. Et on peut pas en fait dire de Bitcoin qu'il appartient à un parti, quoi. Enfin, voilà. Et souvent, quand des partis s'en revendiquent, on voit bien que la sincérité est toute relative. Donc voilà le programme avec ensuite une soirée conviviale organisée par Bitcoin Alsace. Et donc tout ça est entièrement gratuit et ouvert au public. Il suffit de s'inscrire. Oui, Euh, aussi. et voilà. Et même l'inscription, on a fait en sorte que vous soyez pas obligé de révéler vos données personnelles pour pouvoir assister à cette conférence. Vous mettez une adresse mail de votre choix et vous êtes inscrit de cette manière, puisque on est dans la tradition aussi de l'intégrité numérique et Mhm. donc de la stricte limitation du recueil de données perso. On n'a pas besoin de connaître tout votre CV pour que vous puissiez vous inscrire. Donc voilà, une adresse mail suffit. En tout cas, c'est super. Et j'en profite pour mettre un peu
l'image du lieu. En plus, Strasbourg, c'est une belle ville, donc n'hésitez pas voilà, à y aller. Vraiment, le programme, il est super. Ça donne vraiment un bon panorama de divers sujets autour de Bitcoin. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil et à vous inscrire si vous pouvez y aller. Bah, ça me fait plaisir que ça te plaise. Voilà, bah en tout cas, moi je vais essayer d'y être. C'est pas facile avec les nombreuses contraintes, mais en tout cas, c'est le programme en tout cas me donne envie d'y aller, ne serait-ce que pour écouter toujours, on va dire toutes ces personnes calées sur le sujet. La keynote au sujet de l'euro numérique, je trouve vraiment que c'est hyper important parce que vu de loin, on pourrait faire croire aux gens qu'on fait l'euro numérique parce que pour régler les problèmes que soi-disant Bitcoin devait régler, mais en réalité, c'est tout l'inverse. Donc, c'est vraiment important de pouvoir éduquer les gens sur ce type de sujet. Entièrement d'accord. Et puis en plus, avec Alexandre, ça va être top, quoi. Voilà, ça va être top, plein de pédagogie comme d'habitude. En tout cas, merci beaucoup Caroline de t'être prêtée à cet exercice. Merci à toi. Et puis, bah, je pense que tu seras peut-être obligée de revenir pour qu'on approfondisse encore d'autres sujets. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir de t'avoir sur ce plateau avec moi aujourd'hui. Bah, c'était un plaisir partagé. Merci de m'avoir permis d'aborder ces sujets. Quand tu veux, Merci je reviens Caroline. quand tu veux. Ça marche. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.